proposons d'écouter aujourd'hui la journaliste et romancière Leila Slimani à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 11 février 2025, à l'occasion de la parution aux éditions Gallimard du 3e volet de sa trilogie Le Pays des Autres, inspirée de son histoire familiale entre la France et le Maroc, après la colonisation et les lendemains de l'indépendance. Ce dernier tome, intitulé « J'emporterai le feu », ouvre sur les décennies 80 et 90 et l'entrée dans le 21e siècle avec la 3e génération de femmes de la famille Bel-Âge au moment où le Maroc vit ses années de plomb. Un roman qui pose la question de l'identité, de la transmission de la littérature et de son pouvoir. Un roman, comme toujours chez Leila Slimani, empreint de sensualité. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Quel accueil, merci d'être là aussi nombreux et nombreuses. Merci à vous, Leila Slimani, d'être avec nous ce soir. C'est vraiment un plaisir, un honneur de vous recevoir. Alors, comme vous le savez tous et toutes, on est là pour parler de la conclusion de votre trilogie, du projet Le Pays des Autres. Donc, J'emporterai le feu, publié en janvier aux éditions Gallimard. Et donc, c'est le 3e et dernier volume de cette magnifique fresque, aussi romanesque que personnelle finalement. Alors moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est que vous venez de mettre un point final à ce projet assez colossal. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Bonjour à tous et puis merci pour votre accueil très chaleureux, ça me fait très plaisir. D'abord, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir mis un point final. J'ai beau avoir terminé la trilogie, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui reste suspendu. Ces personnages avec lesquels j'ai vécu tellement longtemps dans une intimité si grande, ils continuent malgré tout à vivre. Alors, ils continuent à vivre un peu avec moi, dans mon esprit, m'accompagnent. C'est comme si j'étais escortée par une sorte d'équipe de fantômes qui est toujours avec moi. Mais surtout, ils continuent à vivre à travers les lecteurs. La façon dont le livre existe aujourd'hui est différente parce qu'à partir du moment où on confie son livre au lecteur, les personnages, l'histoire prend une vie tout à fait différente. Donc c'est pas du tout un point final, au contraire c'est un nouveau prologue, à quelque chose de nouveau qui commence et qui tient à vous. Et puis peut-être un soulagement aussi du travail accompli finalement, et puis peut-être ça ouvre de nouveaux horizons, j'imagine, dans votre travail d'autrice, d'écrivaine. Oui, alors le soulagement, il est quand même ambigu. C'est une forme de soulagement, mais qui est teinté aussi de mélancolie, qui est teinté de nostalgie, parce que je pense que quand même la littérature, en tout cas telle que moi je la conçois, c'est aussi une expérience de l'échec permanent. On n'écrit jamais tout à fait le livre qu'on voudrait écrire, et on finit par se demander est-ce qu'on écrit pour écrire ce qu'on voudrait écrire ou pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à écrire ce qu'on voudrait écrire. Donc oui, il y a une part de soulagement, mais il y a aussi une part de frustration. Je peux pas m'empêcher de penser à ce que je n'ai pas pu dire, ce que j'aurais dû dire, à cette scène que j'avais en tête et qui finalement n'existe pas. Et puis, malgré tout, oui, le fait de s'arrêter, le fait d'en finir, comme le dit le personnage de la narratrice dans le livre, c'est difficile. Moi, j'imagine toujours une sorte de livre qui serait comme une toile de Pénélope, c'est-à-dire qu'on tisserait tous les jours et puis on la déferait le soir et on recommencerait un livre qui serait interminable. Comme Patrick Modiano, par exemple. Voilà, exactement. Et alors justement, c'est une question improvisée, mais quand vous rendez votre manuscrit là, de J'emporterai le feu, est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ok, là c'est bon, je pense que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Bon, même si vous venez de le dire, c'est jamais fini. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire que c'était possible de rendre ce manuscrit ? L'écriture de J'emporterai le feu a été très particulière parce que ça a été une écriture extrêmement difficile. J'ai beaucoup souffert pendant l'écriture de ce livre. J'ai souffert physiquement et moralement. J'étais dans un moment de très grande fragilité, très grande vulnérabilité. J'avais traversé le miroir et j'avais marché tellement loin que je savais plus comment revenir dans la vraie vie. Je me sentais très très mélancolique. Je me sentais
très seule et j'étais dans un combat avec ce livre qui a creusé une sorte de vide en moi et qui m'a amené par moments presque à la limite d'une forme de folie. Donc je pense que je l'ai terminé parce qu'il fallait en finir. Il fallait ça paraît un peu tragique la manière dont je vais le formuler, mais c'était presque une question de survie. Il fallait que ça s'arrête. Et donc je l'ai terminé vraiment dans un dernier effort qui a été très rude, mais qui, je pense, laisse aussi son empreinte sur le livre, une empreinte un peu mélancolique. Et c'est justement le fait que ça a été aussi difficile pour vous, l'idée du prologue. J'en viens à cette idée, moi, qui m'a scotché. Alors j'imagine que pour celles et ceux qui l'ont lu aussi, j'espère vraiment, ce prologue est parfaitement fascinant parce que, bon, déjà, c'est la première fois depuis le début qu'on sent se dessiner vos traits d'écrivaine, vous, Leïla Slimani. Est-ce que c'est justement la difficulté d'écriture qui vous a forcé ou poussé ou donné envie d'écrire ce prologue ? Non, ça s'est imposé assez rapidement en fait dans l'écriture du livre pour deux raisons. Pour une raison à la fois intime et littéraire. D'abord pour une raison littéraire parce que j'avais l'impression que pour que la trilogie prenne son ampleur, pour qu'elle prenne son sens, il fallait à un moment ou à un autre répondre à la question de qui écrit cette histoire. Quel est finalement le statut de cette histoire ? Est-ce que c'est une histoire racontée finalement depuis une certaine hauteur par un narrateur extérieur ? Ou est-ce que cette histoire, et c'est ce qu'on découvre en lisant ce 3e tome, cette histoire en fait est une histoire racontée par quelqu'un et donc elle est faite à la fois de souvenirs, de reconstruction, de fiction, de récits familiaux qui se sont transmis de génération en génération et d'un coup je pense que après avoir lu le 3, d'un coup ce qu'on va se souvenir du 1 et du 2 et on va comprendre qu'en fait la manière dont a été racontée Mathilde, la manière dont a été racontée Aïcha, eh bien c'est le récit d'une petite fille, c'est le récit d'une fille et ce sont les souvenirs qu'elle essaye de rassembler. Et puis c'était aussi pour moi une nécessité intime à un moment qu'il y ait un personnage qui soit un personnage au présent et qui soit un personnage qui finalement pose cette question qui est la question qui court tout au long du livre, cette question un peu de l'identité, de la place que l'on se cherche et de la place qu'on essaye de se trouver dans le monde, et bien que ce personnage-là soit là pour incarner aussi ce que dans notre monde aujourd'hui, cette question, le poids que cette question a, comment elle résonne pour nous. Et je trouvais que cette femme, Mia, qui est dans une forme de très grande souffrance, mais en même temps de modernité identitaire, eh bien c'est elle qui va comprendre qu'en fait l'identité, c'est avant tout reconstruire son propre récit, le prendre en charge, justement prendre le flambeau, prendre le feu et peut-être retourner en arrière pour essayer de lui donner une forme. Et alors, vous l'avez dit, il était question de Mathilde, principalement dans un premier temps, donc la grand-mère, et puis Aïcha, la mère. Et là, dans J'emporterai le feu, il est question de Mia, et donc, d'une certaine manière, l'écriture de soi. Moi, je voulais savoir ce que ça a changé pour vous dans votre travail, d'écrire sur soi, en fait. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça change ? Alors je le fais, mais je le fais quand même de manière très romanesque, très détournée, parce que le personnage de Mia, ça n'est pas moi, c'est un avatar, c'est une version de moi-même, mais j'aime la part de jeu aussi que ça implique. J'aime mettre le lecteur un peu sur une fausse piste, installer quelque chose qui est de l'ordre de la confusion, en lui disant tu lis les premières lignes et tu as l'impression que c'est moi, et puis ensuite évidemment je mets aussi des petits indices qui lui font comprendre que ça n'est pas moi. D'abord parce que j'aime bien jouer avec ce rapport à l'identification, ce rapport à la vérité biographique auquel on est un peu poussé parfois quand on est lecteur et encore plus à notre époque. Et puis parce que d'un coup, Mia, elle m'autorise autre chose. Elle m'autorise à imaginer ma vie autrement. Elle m'autorise à emprunter des chemins que je n'ai pas empruntés, à peut-être regarder le monde depuis un lieu dans lequel je n'ai jamais pu aller et en fait de dire tout simplement qu'il y a plein de versions de nous-mêmes en nous-mêmes et que nous sommes nous, mais nous sommes aussi toujours plein d'autres. Et donc Mia, c'est moi, mais ça n'est pas tout à fait moi. C'est un livre sur la mémoire, mais écrit par une femme qui n'a plus de mémoire. Et c'est un livre où elle essaye de mener une enquête tout en ne trouvant jamais aucun indice. Alors, je pense que... Et pour moi, c'est la définition du roman. C'est tout ce que vous croyez que ce sera, et ça n'est pas du tout ça. Alors je trouve que, je vous disais tout à l'heure que j'ai trouvé une citation d'Olga Tokarczuk qui à mon avis colle parfaitement et qui va vraiment faire résonance en vous. Elle dit donc dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Jeux sur tambour et tambourin, elle dit, je cite, « J'écrivais presque toute la journée. Pour la première fois de ma vie, je parlais de moi
Et cela me fit découvrir qu'écrire sur soi crée une autre personne, qu'il était impossible d'être simultanément l'observateur et l'observé, celui qui dévoile et celui qui est mis à nu. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il y a de la tromperie dans tous les souvenirs et de la création dans toutes les autobiographies. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je suis très jalouse de ne pas l'avoir écrit moi-même. Non, mais vous venez de dire, finalement. Ouais, je trouve ça totalement juste. Il y a une phrase dans le livre qui revient souvent que dit le père de Mia: pour voir une île, il faut sortir de l'île. D'une certaine façon, parler de soi obligerait immédiatement à une forme de décentrement, et dès l'instant où on se décentre, on parle aussi déjà de quelqu'un d'autre. Mais je crois aussi que ce qui est beau dans l'écriture, quand on essaie de parler de soi, c'est de découvrir sa propre étrangeté. C'est que nous ne sommes pas familiers à nous-mêmes. On croit que écrire sur soi, c'est simplement être dans une forme d'introspection, et c'est de libérer quelque chose qui serait caché, mais en réalité, c'est souvent très très effrayant. Quand on écrit sur soi, on entre dans des souterrains, dans des tunnels, dans des lieux qui sont les lieux de l'inconscient, où surgissent des choses qui nous étonnent, qui nous sidèrent. Moi, très souvent, je relis ce que j'ai écrit et je me pose la question: mais d'où est-ce que ça vient ? Comment est-ce que j'ai pu avoir cette idée ? Donc j'aime beaucoup, oui, cette espèce là encore de fausse piste que l'on se crée en pensant écrire sur soi. On écrit sur l'autre qu'il y a en nous. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on évoque Mia, justement, enfant. Peut-être nous raconter, si vous voulez bien, sa jeunesse, donc à Rabat, dans les années 80, 90, c'est ça ? Une élève brillante à l'école, dans un lycée français, notamment, un petit peu fâchée avec l'arabe aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette jeunesse de Mia ? Oui, Mia, elle naît au milieu des années 70 à Rabat. Ses parents, donc Mehdi et Aïcha, sont des gens qui sont devenus des bourgeois. Ils sont tous les deux issus de milieux modestes. Mehdi de la ville de Fès et Aïcha, on l'a connue enfant de Mathilde et de Amine. Elle a grandi dans cette ferme. Et donc ses parents se sont embourgeoisés, ils ont réussi. Leur mère est médecin, gynécologue, et le père est un banquier extrêmement ambitieux, mais extrêmement insaisissable, mystérieux aux yeux de cette petite fille qui lui voue une intense adoration et qui essaie par tous les moyens de fendre l'armure et de nouer avec lui un dialogue. Et puis c'est une petite fille qui en plus est dans un certain rejet du monde féminin qui est assez dominant dans sa famille, donc de sa mère, de sa grand-mère, de sa tante. Elle associe la féminité à une forme de faiblesse. Elle comprend que le monde des femmes est un monde dominé, qu'en plus elle trouve que leurs préoccupations sont extrêmement triviales. Sa mère ne parle que des courses qu'elle a à faire et puis de choses comme ça. Et elle veut plutôt appartenir, ou elle s'identifie plutôt au monde des hommes, qu'elle associe au monde de la domination, au monde du pouvoir et de la liberté. Et quand elle a l'âge de 6 ans, sa mère accouche d'une petite fille qui s'appelle Inès, et à l'égard de qui Mia va nourrir une haine tout à fait noire et profonde, puisqu'elle a l'impression que cette petite sœur vient lui voler sa vie et vient lui voler l'amour absolument exclusif dont elle jouit de la part de ses parents et de ses grands-parents. Et la relation entre les deux sœurs va être aussi un élément central du livre. C'est une relation assez passionnelle, pleine d'amour, mais aussi de jalousie, de violence. Et Mia est une jeune fille qui va par ailleurs découvrir au moment de l'adolescence qu'elle aime les femmes, et en découvrant cela, qu'elle est marginalisée dans la société dans laquelle elle vit, le Maroc, puisque l'homosexualité est interdite, et puis que la conversation autour de ce désir-là est une conversation impossible dans une époque, donc comme vous le disiez, le Maroc des années 80-90, qui est une époque où la parole est contrainte. Mia, elle vit dans un monde extrêmement bizarre, puisque à l'intérieur de la bulle familiale, c'est un monde très progressiste. Ses parents sont des gens très ouverts, très cosmopolites, qui aiment écouter de la musique française, américaine, qui lisent des romans, qui voient des films avec leurs filles, qui défendent la liberté d'expression, qui défendent la liberté religieuse, mais qui ne cessent de leur répéter qu'à l'extérieur, ça n'est pas comme ça que ça marche, et qu'à l'extérieur, il ne faut surtout pas dire comment on vit à la maison. Et donc cette jeune fille, comme beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants, ne comprend pas pourquoi le monde est si confus, pourquoi il est si instable, et pourquoi il n'y a pas de vérité absolue, pourquoi il n'y a pas une morale qui pourrait marcher pour le dehors et le dedans. Et donc elle est
constamment divisée, tiraillée, et parfois très en colère aussi contre le monde de ses parents, qu'elle accuse d'être un monde conformiste, hypocrite, et contre lequel elle se rebelle. Et d'ailleurs, on le sent bien, cette peur de dire, parce qu'à un moment donné, on a Aïcha et Mehdi qui vont aux États-Unis rendre visite à Salim. Oui, Selim. Donc qui fait de la photo, notamment donc à New York. Et ses parents chuchotent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très marquant. Donc les parents sont à des milliers de kilomètres du Maroc, mais ils chuchotent. Qu'est-ce que ça implique, ça veut dire? D'abord, ça montre qu'en fait, quand vous avez vécu pendant toute votre vie dans un régime répressif, en réalité, c'est pas seulement une considération, théorique ou abstraite, ça imprègne chaque parcelle de votre corps, de votre peau, de votre manière d'être. À un moment, le personnage justement de Céline, dans cette scène-là, il dit « La liberté est une mémoire du corps ». Et on le voit, les gens qui ont vécu dans ces régimes-là, c'est tout leur corps qui est finalement sous l'influence de cette contrainte. Et moi, je peux vous dire que ma mère, encore aujourd'hui, quand elle me parle au téléphone, elle est absolument persuadée qu'on est écouté. Quand elle me raconte quelque chose, on peut être dans la rue à Paris, elle se retourne, ou alors elle me fait chut parce qu'elle est persuadée qu'on l'écoute. Et c'est quelque chose qui ne pourra plus jamais changer parce qu'elle a trop longtemps vécu dans un régime comme celui-là, et elle a beau comprendre et se rendre compte rationnellement qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et c'est la façon dont dont elle a vécu et compris le monde depuis qu'elle était enfant. Donc cette peur-là, elle imprègne votre existence jusqu'au bout, je crois. Et c'est très très difficile de s'en défaire. Et s'en défaire, ça demande aussi presque une violence contre soi, de lutter contre la peur. Et alors, peut-être rappeler un petit peu le contexte. Donc là, ça démarre. Alors, ça démarre à la naissance de en 1980, ouais. Voilà. Quel est le contexte? Parce que Mehdi dit au tout début du texte, au moment où il quitte son travail, il y a un long voyage en voiture, et il dit, il a l'impression que tout pourrait, qu'une étincelle. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Qu'il suffirait d'une étincelle pour que tout explose, comme en 65. On est dans quel contexte social et politique là à ce moment-là? Donc on est au début des années 80, dans ce qu'on appelle au Maroc les années de plomb. Quelques années avant, il y a eu des attentats contre le roi Hassan II, qui est un roi qui tient le pays d'une main de fer, et qui, après ces attentats, va encore durcir beaucoup son régime et puis l'appareil répressif. Donc ce sont les années de disparition des opposants, de mise à l'écart de tous ceux qui dérangent, de mise aux ordres de la presse. C'est une période très très difficile sur le plan politique, et où aussi tous les partis d'opposition sont muselés, où évidemment les élections sont truquées. C'est aussi une époque sur le plan économique qui est terriblement difficile, puisque le Maroc va connaître au début des années 80 la pire sécheresse de son histoire. Et quand Mehdi dit ça, il suffit d'une étincelle, il n'a pas tellement tort, puisque l'année d'après, à Casablanca, il y aura ce qu'on a appelé les émeutes du pain, qui sont des émeutes qui vont être très très durement réprimées par la police et par l'armée, parce que les gens sortent dans la rue parce qu'ils ont faim. Le Maroc se retrouve sous ajustement structurel comme du FMI, comme beaucoup de pays d'Afrique à cette époque. Donc il y a un appauvrissement très grand. Moi, le souvenir que j'ai, surtout, c'est que comme il y avait cette sécheresse, et que le Maroc était à l'époque un pays majoritairement rural au début des années 80, il y a encore plus de 65-70% de la population qui vit dans les campagnes. 80% des femmes sont analphabètes, 60% des hommes. C'est un pays où la vie est très très difficile, et donc c'est l'époque où beaucoup de gens des campagnes vont commencer à arriver dans les villes, et c'est l'explosion des bidonvilles à l'extérieur, notamment de Casablanca, de Fès, de Rabat, avec la tension sociale évidemment que ça implique. Et c'est l'arrivée aussi, je le raconte dans le livre, l'arrivée en plus à ce moment-là d'un phénomène qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été une révolution dans nos pays, l'arrivée de la parabole. Donc d'un coup, dans tous ces bidonvilles, dans tous ces immeubles, dans toutes ces villes, les toits, les balcons, partout vont se couvrir de paraboles qui étaient interdites. Mais en fait, c'était très marrant parce que les flics venaient en disant cette parabole est à toi, l'autre disait non, elle est au voisin, c'est pas du tout à moi. Donc c'était jamais à personne, donc personne payait jamais. Puis de toute façon, les flics avaient eux-mêmes une parabole au-dessus de chez eux, donc finalement personne ne payait pour cette parabole interdite. Mais ça a été aussi un très très grand changement, une révolution dans ces pays-là, parce que d'un coup, la parole de l'ailleurs est arrivée, donc on a pu se comparer
au reste du monde. Et c'était à la fois des pays arabes très conservateurs, notamment l'Arabie Saoudite, avec un discours très islamiste et tout. Mais de l'autre côté, c'était les séries américaines, c'était les filles en mini-jupe. Et donc, c'était tout un autre monde qui arrivait dans ce petit Maroc très fermé sur lui-même. Alors j'aimerais qu'on revienne aussi sur cette question d'identité qui est omniprésente dans toute votre œuvre. Donc Mia, vous dites qu'elle est élevée à la mode étrangère, c'est ça? Et ça pose problème à son père quand il se rend compte notamment qu'elle maîtrise pas la langue arabe. Ça pose son père est pas content, non? C'est ça? Bah, son père est pas content, même si son père, en même temps, il en est aussi un peu responsable. Son père, il en est pas content parce que c'est pour lui une blessure, presque une humiliation, mais il sait aussi qu'il n'est pas totalement innocent là-dedans. En fait, son père, donc Mehdi, il fait partie de ces générations de la post-colonisation qui existent dans beaucoup de pays du Sud. Il va aller à l'école, ce qu'on appelait au Maroc l'école des notables, c'est-à-dire l'école coloniale, et lui qui est un petit garçon de la ville de Fès, d'une famille assez traditionnelle, il va aller à l'école en français, il va apprendre nos ancêtres les Gaulois, il va réciter des poèmes de Ronsard, et ce petit garçon, progressivement, devenant un homme, va aussi s'arracher à sa culture, à ses traditions, à une certaine pratique de la religion, etc., ce qui va représenter pour lui quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire à la fois une ascension sociale, la langue française et le fait d'acquérir cette culture occidentale était pratiquement un gage immédiat d'élévation dans la hiérarchie sociale, mais c'est aussi une déchirure intime, parce que d'un coup, il devient non seulement un transfuge de classe, mais une sorte de transfuge culturel. Il perd le lien avec qui il était. Et c'est très difficile de transmettre à vos enfants ce que vous-même, vous n'avez pas réussi à perpétuer. Donc, toute la trilogie, elle est aussi sur cette question de l'héritage, mais pas dans un sens très intime. Je ne pose aucun jugement. Il ne s'agit pas de savoir voilà pourquoi on hérite. C'est pas sociologique. C'est simplement cette douleur que vous pouvez ressentir de ne pas pouvoir transmettre ce que vous-même vous avez perdu, et que quelque chose au fur et à mesure des générations, quelque chose se perd. Alors bien sûr, d'autres choses se gagnent, mais quelque chose se perd. Et pour moi, le rapport à la langue arabe et cette question-là de la perte d'une partie de mon identité, c'est une question très douloureuse. C'est un très grand chagrin pour moi. C'est non seulement un chagrin, mais en plus, ça l'est d'autant plus que je ne me l'explique pas. Il y a quelque chose d'extrêmement irrationnel là-dedans. J'ai pourtant appris l'arabe depuis que je suis petite, j'ai toujours fait des cours d'arabe, et c'est comme, d'ailleurs Mia le dit, comme si elle dit cette langue, c'est comme si elle glissait sur moi, comme l'eau qui glisserait sur les plumes d'un canard, et quelque chose qui ne rentre pas, et j'ai appris plein d'autres langues, je parle couramment le portugais, l'espagnol, l'anglais, et je ne parle pas ma propre langue. Donc je la parle à l'oral, parce que vous savez, en arabe, on a la langue orale et la langue parlée n'est pas la même, mais la langue écrite m'a toujours échappé. Donc c'est aussi un des thèmes très importants de ce livre, la perte de soi. Il y a aussi une scène particulièrement bouleversante avec Inès, quand elle est à Paris, elle est au téléphone, et elle est au téléphone avec sa sœur, avec Mia, et je pense que c'est le moment, si je dis pas de bêtises, où le père vient d'être emprisonné, et elle va bousculer une femme sur le trottoir, une femme qui est accompagnée d'un homme qui est son mari. Et peut-être vous pouvez nous la raconter, cette scène, et puis expliquer. Moi j'ai trouvé passionnant toute la préoccupation que ça a ensuite qui a découlé en fait pour Inès, qui a réagi d'une manière, et puis ensuite qui était en désaccord avec sa manière de réagir. Expliquez-nous un petit peu. Alors je devrais pas le dire, mais cette scène elle est totalement vraie. Je devrais pas le dire parce que normalement je devrais laisser mais malgré tout voilà, cette scène elle m'a beaucoup obsédée. Et je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à cette scène-là. En fait, elle est dans la rue. Elle est rue du Renard. Elle est en train d'acheter quelque chose à manger. Elle a des sacs et puis elle parle en même temps au téléphone. Et en sortant et puis elle a des grands cheveux frisés. Elle a la peau assez mate. Donc elle est ce qu'on appelle en France, je trouve cette expression extraordinaire, une minorité visible. Alors il paraît qu'il y a des minorités invisibles. Donc on est une minorité visible. Et donc elle sort et elle bouscule des gens. Elle ne s'en rend même pas compte parce qu'elle est prise, voilà, c'est la fin d'après-midi dans Paris, elle est prise. Et d'un coup, elle entend derrière elle le mot racaille.
Et au début, ça ne résonne pas vraiment, puis elle entend à nouveau racaille, et quelque chose, une drôle d'intuition lui fait penser que ce mot s'adresse à elle. Donc elle se retourne, et là, le monsieur lui dit « Mais oui, c'est à vous que je parle, vous êtes un voyou, mais vous vous rendez pas compte, comme vous avez agressé ma femme, vous l'avez bousculée. » Et elle, immédiatement, se met dans une position de contrition. Alors d'abord, elle s'oblige à parler français le mieux possible, à utiliser des termes difficiles, complexes, à n'avoir évidemment aucun accent. Elle va vers la femme, elle s'excuse auprès de la dame, elle lui demande « Mais est-ce que je vous ai fait mal ? Parce que je suis médecin, je viens de sortir de ma garde, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, j'étais au téléphone, mais est-ce que vraiment je vous ai bousculé ? Et elle est tellement gentille, tellement polie, qu'en fait, évidemment, elle fait perdre ses moyens à l'homme qui se met à bredouiller et qui dit non mais écoutez ça y est, laissez tomber, c'est pas grave, et puis il s'en va. Et au moment où il s'en va, la première réaction d'Inès est de se dire ah bah voilà, je l'ai bien eu, je l'ai bien mouché finalement, je lui ai fait perdre ses moyens en ne rentrant pas dans son jeu et en étant plus douce et plus polie et plus française que les Français quoi. Et finalement dans les jours qui suivent, elle a une sorte de goût de plus en plus amer dans la bouche en se disant mais finalement pourquoi est-ce que j'ai joué ce jeu ? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas rebellée ? Pourquoi est-ce que je ne lui ai pas dit qu'on ne parle pas aux gens comme ça ? Que ça peut arriver de se bousculer et tout simplement je me serais excusée ? Pourquoi est-ce qu'il s'est permis de me traiter de racaille ? Et donc, voilà, ce moment qu'elle avait cru être un moment où elle avait réussi à jouer le rôle qu'on attendait d'elle, eh bien, elle se rend compte que c'est aussi un moment où elle s'est trahie. Mais je crois que un des thèmes vraiment fondamentaux du livre, c'est cette question de l'intégrité, de la trahison de soi-même. À quel moment on se trahit ? À quel moment, en voulant appartenir à un groupe, quel qu'il soit, c'est-à-dire en s'intégrant quelque part, en voulant intégrer une bande, ou même quand on est enfant, vous savez, d'un coup tu fais partie de ma bande, mais il faut que l'autre, tu sois plus ami avec lui. Et puis il faut que tu... À quel moment aussi le fait d'intégrer quelque chose interroge notre intégrité ? Comment est-ce qu'on peut appartenir, être soi avec les autres, sans se laisser corrompre, sans se laisser abîmer, en gardant finalement, oui, une forme de rapport, sans trahison avec soi-même. Et cette trahison, elle joue à plusieurs niveaux dans le livre. Et puis pour Inès, ça va encore plus loin, parce qu'en plus de se poser la question de savoir si elle a trahi les siens, elle se demande qui sont les miens. Je veux dire, moi, ça m'a complètement bouleversé. Je me suis dit, mais en fait, c'est un problème qui est infini, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Mia ou Inès qui, à un moment donné, se pose la question. Je ne sais pas si elle a trouvé la réponse. Est-ce qu'on peut aimer un pays qui ne nous aime pas ? C'est ça, c'est Mia qui dit ça ? Oui, parce que oui, je crois que c'est Mia, ou je sais pas si c'est Mia aussi, c'est Selim qui se pose cette question aux États-Unis, parce que c'est juste après le 11 septembre et il se demande est-ce qu'on peut aimer un pays qui nous aime pas. Mais c'est aussi parce que il rebondit sur cette fameuse phrase que vous connaissez, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, et parce qu'il s'interroge sur ce rapport à l'amour. Est-ce que véritablement on peut comparer la relation à un pays à la relation amoureuse ? S'aimer, se quitter, rester ensemble, rompre. Et si c'est le cas, si on peut la comparer, est-ce que on ne doit pas aller jusqu'au bout de la comparaison et donc exiger d'une certaine manière une forme de réciprocité ? Je t'aime, mais il faut que tu m'aimes aussi pour que la relation amoureuse ait lieu. En tout cas, dans le livre, il n'y a jamais de réponse définitive à ces questions qui sont posées. D'abord parce que je pense que les romans sont là pour poser des questions qui restent en nous et auxquelles on essaye, voilà, avec ce qu'on peut de répondre. Je ne sais pas, je suis pas là pour asséner des théories ou des opinions, mais en tout cas, je crois que c'est toujours une question qu'on se pose quand on arrive quelque part, quand on se sent parfois rejeté, pas compris, pas apprécié pour ce qu'on est, on peut être amené à se poser la question, oui, est-ce que c'est possible de donner son amour à un pays qui ne vous aime pas, ou qui ne vous aime pas tel que vous êtes, qui vous demande de changer, de devenir différent. Alors vous parlez d'amour, ça tombe bien, j'aimerais qu'on revienne sur le premier amour de Mia. Alors c'est un premier amour compliqué parce qu'encore une fois, il est un petit peu unilatéral. Donc elle tombe amoureuse d'Abla, c'est ça ? Pour qui elle écrit beaucoup. C'est peut-être ses premiers pas aussi dans l'écriture à Mia. Mais parlez-nous de la relation qu'elle a à l'amour justement, Mia.
C'est une relation comme on en a quand on est adolescente, à la fois absolument passionnelle, dévorante, plus rien d'autre n'existe, le temps, l'espace, tout n'est plus que Habla. Habla est partout, tout le temps, elle l'obsède, et en même temps, du fait qu'elle découvre à ce moment-là l'écriture et qu'elle se met à écrire à Habla ses sentiments, elle va aussi découvrir, ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, que l'écriture, elle offre une sorte de réalité parallèle. Elle finit même par dire, je me demande si lui écrire, c'est pas mieux que d'être avec elle. Que d'un coup, elle découvre la vie augmentée, l'amour augmenté, et comment la littérature donne, la littérature et la beauté des mots, la beauté du langage, par le monde d'une forme de magie dont il semble dépourvu dans la vie quotidienne. Donc elle l'aime, mais surtout elle aime l'aimer, et elle aime pouvoir trouver des mots pour dire ce que c'est que de l'aimer. Donc ça n'est pas encore un amour mûr, ça n'est pas encore un amour qui est dans la vie et qui accepte aussi ce que la vie peut faire et comment la vie peut transformer l'amour. C'est un amour aussi dans ce qu'il a de plus poétique et de plus finalement déconnecté du réel. Elle se rêve aussi un peu amoureuse de cette fille. Elle pense à elle toujours en écoutant de la musique, à quelque chose de l'ordre vraiment de la sublimation, de la cristallisation. Mais ce qui est très beau dans les amours adolescents, où on se jette un peu à corps et à esprit perdu dans ces amours-là. Vous écoutez la romancière Leila Slimani autour de la parution chez Gallimard de J'emporterai le feu, 3e et dernier volet de la trilogie Le Pays des Autres, à la librairie Ombre Blanche le mardi 11 février 2025. Alors continuons à parler littérature. J'aimerais bien vous entendre, je suis sûr que vous aussi dans le public vous aimeriez entendre Leila Slimani nous lire un extrait. Je vais pas l'introduire, je vais juste vous laisser y aller. Alors c'est 3 pages, après si vous sentez que vous avez besoin de vous arrêter avant, n'hésitez pas. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je me suis installée dans la chambre de ma grand-mère, je me suis allongée sur son lit et j'ai fixé pendant des heures le portrait de Georges et Anne Meyer. Je pensais à mon père. Mon père m'a-t-il parlé avant mon départ ? M'a-t-il dit de ne pas revenir ? Je n'ai pas de souvenir précis d'une conversation, mais je crois, oui, qu'il m'a dit ça. Ne reviens pas. Si tu revenais, tu aurais des ennuis. Il a dit quelque chose sur le fait que j'étais trop libre ou que je parlais trop, que je n'étais pas faite pour mon propre pays. Ce qui est sûr, c'est qu'il voulait que j'écrive. Il y a quelques années, j'ai essayé d'écrire sur lui. Je me suis mise à la recherche de documents, mais ils sont restés introuvables. J'avais pris des notes après une discussion avec ma mère, mais ces notes n'étaient dans aucun carnet. J'avais beau tourner les pages, je ne tombais que sur des histoires inventées, des personnages créés et aussitôt condamnés. Il y avait des lettres aussi, des lettres que mon père a reçues en prison mais qui se sont perdues. Je ne peux pas les avoir rêvées. Ces documents ont existé et ils conspirent contre moi. Ils disparaissent pour me rendre folle, pour m'empêcher de donner une réalité à ce récit. Quelque chose cherche à m'échapper. En revanche, je sais ce qui n'existe pas. Je n'ai aucun exemplaire de l'écriture de mon père. Il ne m'a jamais écrit, même pas un petit mot, une note informative, une carte d'anniversaire. Ce n'est pas moi qui ai perdu ces mots, c'est lui qui ne me les a jamais écrits. Il n'existe pas non plus de photographie de mes grands-parents, Farida et Mohammed, et c'est comme si mon père était né de lui-même, premier de sa lignée. Je n'ai jamais vu une photo de lui enfant. Je n'ai pas apporté de livre. Je ne lis plus. Je n'écris pas non plus. Cela fait des semaines que je n'ai pas allumé mon ordinateur et ces mots, je les note sur un de mes vieux carnets. Le rouge, le bleu, le vert d'eau. Je m'accroche à eux et à l'espoir qu'ils m'aident à reconstituer le cours des événements, que je puisse procéder à une archéologie de moi-même. J'y cite des noms qui ne me disent plus rien, des faits dont je n'ai pas le moindre souvenir. Évidemment, la drogue, l'alcool n'ont pas aidé. Oui, on rit, on parle beaucoup, on danse et on fait des choses bêtes. Des choses bêtes dont on a honte et c'est pour ça qu'on oublie. Pour ne pas avoir à traîner ce cortège de honte, ce lourd fardeau de mots mal dits, de gestes tristes. Est-ce que les gens qui oublient sont encore vivants ? Que devient-on quand on a perdu la mémoire ? La vie d'avant existe comme les images d'un film qui défilent sans que personne ne sache de qui cette histoire est l'histoire. Les conversations sont inaudibles, ce ne sont que des brouhahas. Il y a mon corps qui plonge puis qui flotte dans l'eau glacée.
Mon corps que j'affame et je suis heureuse, parce que je ne sens presque rien. J'ai disparu. J'ai perdu ma trace, et quand je regarde en arrière, je ne vois qu'une vallée de brume. On pourrait croire qu'en écrivant, j'ai nettoyé le ciel, classé les souvenirs, rangé le passé. On pourrait penser que j'ai éclairci mon âme, mais c'est tout l'inverse. Je suis d'humeur à tout renier. Je me suis mise à les haïr, ces livres qui m'ont tenu à distance de la vie, de l'amour, qui m'ont emmuré dans les mots. Les livres que j'ai lus et sur lesquels mon père inscrivait ses initiales, qui sont les mêmes que les miennes. Et puis les autres, les miens, ceux que j'ai écrits. Mes livres m'écrasent, m'étouffent. Ils me sont étrangers et parfois j'ai l'impression qu'ils sont comme des enfants inconnus, pâles et avec de grands yeux. Voilà, ce sont les tiens, me dirait-on en les poussant vers moi. Tu es leur mère et tu dois prendre soin d'eux. Mais je voudrais les abandonner au milieu d'une forêt et courir aussi vite, aussi loin que possible. Merci beaucoup. Merci. Bon, il y a tellement de choses à dire sur ce passage, il nous faudra encore 2 heures. Non, vraiment, c'est d'une richesse, c'est magnifique. Bon, moi, là où je voulais vous emmener, c'était sur la littérature. Déjà, la transmission de la littérature, c'était important pour Mehdi, oui, pour le père de Mia, lui transmettre cet amour des livres. Racontez-nous un petit peu. Oui, alors là, je me suis aussi inspirée pas mal de ma relation avec mon propre père. En fait, Mia, comme je vous le disais tout à l'heure, cet homme est très insaisissable, très mystérieux. C'est un homme qui a du mal avec les mots et puis qui est plein de contradictions. C'est un père qui peut rentrer le soir de très très bonne humeur, se servir un whisky, mettre du rock, danser avec ses filles, leur dire qu'on s'en fiche de l'heure de l'école. Et puis, il peut, à d'autres moments, être extrêmement dur, extrêmement sévère, très froid. Et donc, cette enfant, elle est très perdue. Elle ne sait jamais comment le prendre. Et quand elle lui pose des questions, qu'elle ose l'interroger justement sur son enfant, sur ce qu'il est, il va vers la bibliothèque, il en tire un livre et il lui donne. Et il lui dit que la réponse sera dedans. Donc, dans le livre, il y a beaucoup de passages comme ça où le dialogue entre eux va passer par ces livres qu'il lui offre. Martin Eden, le Hussard sur le toit, des livres de Balzac. Et puis, il y a autre chose, c'est que moi, mon père qui parlait pas beaucoup, quand il voyait que j'avais du chagrin ou que quelque chose n'allait pas, il était tellement paralysé par les émotions, tellement paralysé par les sentiments, qui malgré tout, enfin je pense qu'étant lecteur comme il était, les sentiments il devait les comprendre et les vivre de manière très intense, mais il ne parvenait pas à les partager. Donc, il venait et puis il me donnait un livre en me disant quand tu auras fini ce livre, le temps que tu finisses ce livre, le chagrin aura disparu. Et évidemment, plus le chagrin était gros, plus le livre était épais. Donc, c'est quand même comme ça que j'ai lu Vie et Destin et Belle du Seigneur. C'était pour les très très gros chagrins. Mais réconfort de Vie et Destin. Oui, mais il y avait cette idée aussi que la littérature, c'est une sorte de lieu, c'est un endroit vers lequel on peut aller, c'est quelque part où on peut vivre. Et justement, quand on ne sait pas qui sont les siens, quand on trouve plus vraiment sa place sur Terre, eh bien, la littérature peut devenir cet espace et ce temps où on se trouve une place, où on se trouve des amis, où on se trouve des compagnons, où la possibilité aussi de la compréhension mutuelle, va advenir, où quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, quelqu'un d'un autre temps, d'un autre lieu, d'une autre langue, va être traversé par une émotion qui est exactement celle que nous, à ce moment-là, nous sommes en train de vivre. Et donc c'est ça qu'il lui offre son père. Il lui offre une patrie, il lui offre une terre de mots, il lui offre la possibilité, de construire à travers cette espèce d'immense toile de la littérature, de se construire un lieu à elle. Mais en même temps, pour revenir au passage que je viens de lire, elle finit par comprendre aussi qu'on ne peut pas vivre que dans les livres et que la littérature dans laquelle ses parents l'ont beaucoup poussée, parce que pour ses parents, une fille qui lit, c'est bien. Lire, c'est pas très dangereux. Vous êtes quand même assis sur un fauteuil ou un canapé dans une maison et vous prenez pas beaucoup de risques. Et c'est un voyage. Vous pouvez voyager, rencontrer des garçons, vous tombez amoureux, vous pouvez boire de l'alcool par substitution sans être jamais sous, attraper même la syphilis, faire ce que vous voulez, et avoir des poètes que vous adorez. Mais vous êtes chez vous. Donc les parents voient aussi la littérature comme une espèce à un moment ils le disent, de cape d'invisibilité qui peut d'un coup protéger ces enfants du monde extérieur qui lui est dangereux. Mais la littérature, malheureusement, on ne peut pas vivre que dedans, à moins d'accepter une forme de folie.
puis c'est aussi ce que dit Mia, que ça la tient en dehors de la vie, paradoxalement finalement. Non, je crois pas que ce soit paradoxal, parce que vous savez, en tout cas, quand vous lisez énormément, comme c'est mon cas, et que en plus vous écrivez tout le temps, moi je ne fais que ça, vous vous détachez de plus en plus de la vie, les préoccupations du quotidien, de plus en plus elles s'éloignent, parce que, pour tout vous dire, je vais pas vous mentir, il y a rien de plus important que le manuscrit. Et puis, alors évidemment, on fait semblant, on fait croire aux gens que non, mais bien sûr, ça m'intéresse beaucoup de parler avec toi, de prendre un café, de prendre ce rendez-vous pour la machine qui fuit, mais on s'en fout complètement. Je veux dire, la cuisine, elle pourrait être inondée jusqu'en haut. Moi, si j'ai une idée pour ma scène, il n'y a plus que ça qui compte. Il y a un passage dans Knausgård qui est très rigolo, où il donne rendez-vous à une fille qui est très très belle, elle l'attire vachement, donc ils prennent un café, et puis il lui dit il sent qu'il se passe quelque chose, et puis il lui dit il faut que je rentre parce que je dois travailler sur le manuscrit. Elle lui dit de toute façon je suis prise ce soir, et il rentre chez lui, il est hyper content parce qu'il va se remettre au manuscrit, et 2 heures après elle sonne, et elle lui dit alors t'es content que je sois venue, que je t'ai fait la surprise, et pendant toute la scène il fait que se dire mais elle a pas compris qu'en fait mon manuscrit est 1000 fois plus important qu'elle. Et voilà, et c'est qu'au bout d'un moment, et puis ça crée en vous une impression très bizarre, aussi parfois de culpabilité, parce que vous vous dites mais c'est pas possible, il faut quand même que je réussisse à revenir à la vraie vie, aux conversations, aux gens, parce que la vie, c'est les gens, c'est la chair des gens, leurs paroles, mais par moments, à force d'écrire, à force de vivre dans ce monde-là, on perd un peu pied. Et moi, en tout cas, ça m'est arrivé de ne plus réussir à vivre vraiment. Puis, en plus, ça vous isole. Au bout d'un moment, les gens savent, ça sert plus à rien de l'appeler, ça sert plus à rien de lui proposer, puisque de toute façon, elle dit toujours non. Et puis, au bout d'un moment, plus personne vous propose rien. Et donc, à force d'être tout seul, vous parlez tout seul avec vos personnages. Bon, peut-être avant de passer la parole au public, peut-être quand même revenir sur le titre du livre qui me paraît quand même très important. C'est le fait d'emporter le feu, c'est quelque chose qui revient souvent, qui est là dès le départ avec une citation de Jean Cocteau, et puis ensuite qu'on retrouve plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire d'emporter le feu ? Alors, la citation de Cocteau, c'est une question qu'on posait à Cocteau: si votre maison brûlait, qu'emporteriez-vous ? Et il a répondu: j'emporterai le feu, au conditionnel. Alors d'abord, j'aimais le panache de cette réponse, j'aimais sa beauté flamboyante, cette idée que justement on n'est pas attaché à ce qui brûle, et on n'est pas attaché à ce qui est détruit. C'est un livre, et je dirais même la trilogie de manière globale, sur les départs, sur ce qu'on laisse derrière soi. Il y a beaucoup de mouvements dans ce livre, il y a beaucoup de voyages, il y a des gens qui meurent, et c'est un livre qui pose la question de qu'est-ce qu'on emporte quand on s'en va, qu'est-ce qu'on emporte avec soi, qu'est-ce qu'on emporte du passé qui disparaît, qu'est-ce qu'on emporte de son enfance, qu'est-ce qu'on emporte des gens qu'on a aimés, qui ont disparu et avec qui la conversation s'est interrompue. Et bien peut-être que ce qu'on emporte, c'est ça, c'est le feu. C'est-à-dire que le matériel, les objets, tout ça, ça n'est rien comparé à ce feu qui se transmet de génération en génération, qui peut être à la fois l'amour, le désir de vivre, l'appétit de l'avenir, et puis ce sentiment, justement, malgré tout, à l'intérieur d'une famille, ce sentiment d'appartenir, ce sentiment que des liens d'une loyauté inébranlable, parce que ça existe quand même dans cette famille-là, de quelque chose de brûlant, nous relie les uns aux autres, qui peut à la fois, oui, nous brûler, mais aussi nous réchauffer. Et puis, cette phrase dite au futur, c'est aussi une promesse. C'est une promesse que je fais solennellement, en disant j'emporterai le feu. C'est ce que je dis à mon père, c'est ce que je dis à ma grand-mère, que finalement, je continue d'emporter le feu avec moi. Et c'est une promesse que je fais aussi à mes enfants, à ceux qui me suivront, cette promesse de la transmission, et puis de croire en la vie, de croire en les autres, de croire dans la littérature, dans la beauté, que ce feu-là, nous l'avons tous en nous, on l'a en commun, et que on peut essayer toute la journée de se poser des questions très très idéologiques ou très sur l'identité, etc. On n'arrivera jamais à les résoudre. Il y a quelque chose d'insaisissable et de beau qui nous traverse, et ce feu-là, voilà, il fait le lien entre nous tous. Merci, c'est magnifique. Bon, vous l'aurez compris,
Vous l'aurez compris, si ce n'est pas déjà fait, lisez, j'emporterai le feu. Vraiment, je vous y invite très chaleureusement. On va peut-être passer la parole à vous dans le public. N'hésitez pas à lever la main, je peux passer le micro. Et juste une toute petite précision pour répartir un petit peu de manière équitable la parole, et éviter les questions trop longues. Ou voilà, c'est pour que tout le monde puisse ne pas se sentir frustré à la fin de la rencontre. Merci beaucoup. Merci Madame Slimani de nous avoir passionnés avec cette saga. Moi, je vais vous poser une question concernant vos rapports avec le Maroc. D'abord, est-ce que votre livre a eu un accueil? Alors, est-ce qu'il est lu au Maroc? Est-ce qu'il a eu un accueil aussi favorable que chez nous? Et quels sont vos rapports avec le gouvernement et avec le roi? Rien que ça. Alors, je vais vous répondre en deux temps. Un premier temps, qui est le temps littéraire. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais le livre est un best-seller au Maroc depuis sa sortie. Il est sorti le 23 janvier, le jeudi. Le samedi, il n'y avait plus un exemplaire au Maroc. Pour vous dire que ma propre mère n'a pas pu acheter mon livre. Et que quand elle a appelé le libraire en lui disant est-ce que je peux le commander, il a dit arrêtez de me harceler avec le livre de Leila Slimani. Il a pris sa commande, il lui a demandé son nom. Elle a dit eh bien je suis la mère de l'autrice, monsieur. Voilà, donc mes livres marchent très bien au Maroc, ils sont traduits en arabe. Ensuite, la deuxième partie de la réponse, je vais être tout à fait honnête avec vous. Voyez pourquoi j'ai écrit aussi cette trilogie. Mon ambition, au-delà d'une ambition intime, c'était aussi une ambition littéraire. J'avais envie d'écrire le grand roman du Maroc contemporain et d'écrire un grand roman qui puisse être considéré. Quand je dis grand, je dis pas grand dans le sens où où je le juge de qualité, et grand dans le sens de l'ampleur. J'avais envie d'écrire un roman universel de la même manière que moi j'avais lu enfant des romans dont on me disait qu'ils étaient universels, les grands romans français, anglais, russes, américains, et j'avais le désir de faire la même chose avec mon pays parce que j'avais le pressentiment que l'histoire de mon pays et des familles qui vivaient dans ce pays depuis la fin de la colonisation était tout aussi intéressante. Et je voulais aussi lutter, et il y a plein d'aspects dans le livre qui essayent de le faire, contre une lecture un peu exotique de mon travail et contre toutes les fascinations qu'on peut avoir en Occident dès lors qu'on parle du Maroc et qui amènent forcément à interroger l'auteur sur son rapport avec la monarchie, sur son rapport avec la religion, qui imagine que forcément ça peut être compliqué avec son pays. Donc je vous rassure, je n'ai pas de rapport direct avec la monarchie. Je suis un citoyen, un sujet de mon pays. Je publie des livres et on n'est pas obligé d'avoir des rapports. Le gouvernement, eh bien, ça dépend de la couleur du gouvernement. C'est un peu comme ici. Hein. Il y a des gouvernements qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins. Donc voilà, c'est mon pays, comme la France est mon pays. Je suis politisée. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas, mais j'ai pas des rapports plus mystérieux avec la monarchie que je n'en ai avec la République. Merci pour cet éclaircissement. Alors, il y avait, je ne sais plus s'il y avait une main levée dans ce secteur ou plus loin ou... Bonsoir, je voulais juste savoir... Je ne vous vois pas, madame, vous êtes où? Ah, pardon. Bonjour, madame. Donc, je voulais savoir pourquoi vous étiez partie au Portugal. Parce que j'en avais envie. Voilà, et que j'ai la chance d'avoir pu parce que voilà, j'ai la chance d'avoir en tant que femme, que personne, avoir pu mener ma vie comme je le voulais et de pouvoir exercer ma liberté de me déplacer. Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais j'ai eu envie d'aller vivre dans ce pays que je connais depuis 20 ans, dans lequel j'ai beaucoup d'amis, dont j'ai toujours beaucoup aimé les paysages, la langue, la culture, et que mes enfants aiment aussi beaucoup, et donc voilà, on a décidé de s'installer là-bas. Bonjour, je vais essayer d'être court, mais je suis un peu timide. Je voulais déjà vous remercier parce que vous lire, ça me fait un bien fou de vous lire, vraiment. Et je voulais parler de l'identité. Alors, je vais me présenter. Quand on me demande mon origine, moi, qui est de majorité visible, je réponds toujours que je suis français par ma mère, italien par mon père, algérien par mon fils, marocain par mon épouse, qui est mon rayon de soleil. Et donc, ma question... Comment vous vivez le contexte que
comme la chanson de Rachita, voilà, ça recommence, c'est que toujours, justement, les minorités visibles finissent d'être les boucs émissaires à tous nos problèmes. Eh bien, je comprends tout à fait, bien sûr, votre question. Je comprends. Nous vivons dans un moment qui est un moment très inquiétant, qui nous fait peur, qui nous met en colère en même temps. Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans un discours qui soit un discours dans lequel on va encore une fois se remettre dans une position les uns contre les autres, etc. Moi, je crois qu'il y a aussi, que nous, notre rôle, romancier, artiste, c'est aussi d'aller chercher la lumière là où elle est. C'est aussi de contrer tous les discours qu'on entend toute la journée, qui sont des discours pessimistes, négatifs, durs, pour dire que, vous savez, il y a une chanson de Barbara, je ne sais pas si vous la connaissez, Il faut regarder. Moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et ben voilà, on vous parle du mal, du malheur, de la méchanceté, de la haine, mais il faut regarder la beauté d'un rayon de soleil qui transperce un nuage, la beauté d'un enfant qui se met à rire et qui court dans les bras de sa mère. Regardez une personne qui d'un coup est gentille avec une autre personne. Regardez aussi le reste. Je crois que notre rôle à nous, il est de contrer les discours constamment idéologiques qui nous mettent dans des cases, qui nous empêchent de nous connaître, qui nous obligent aussi à nous définir, alors qu'on sait tous très bien que c'est impossible, que tout ça est très insaisissable, que vivre, la plupart d'entre nous, enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'on n'y comprend rien. C'est quand même très difficile, très compliqué, on fait de son mieux, on échoue, on recommence. Et donc, j'ai pas envie, vous voyez, on essaye beaucoup de m'amener vers ça, mais moi, je n'ai pas envie de céder à un discours pessimiste, négatif, pour dire que tout va mal et que ça va aller de mal en pire. Non, moi je suis là face à plein de gens qui sont venus pour écouter quelqu'un parler d'un livre. Je pense déjà que quand on a la chance que j'ai de vivre presque tous les jours au contact d'un peuple merveilleux qui s'appelle le peuple des lecteurs, on se rend compte qu'il y a quand même de l'espoir dans ce monde et que c'est peut-être à nous maintenant de parler plus fort, de parler mieux, de parler plus beau, de parler plus clair, de dire qu'on n'a pas envie de ce monde-là, qu'on sait très bien que les identités sont bien plus singulières, bien plus complexes, qu'on ne peut pas mettre les gens qu'on peut pas tracer des frontières claires entre les bons et les méchants, entre ceux-ci et ceux-là. Donc plutôt que d'enrager simplement et de simplement pleurer, de se lever, de chanter, de célébrer aussi ce qu'on a en nous et ce à quoi on croit, parce qu'on est là et on y croit. C'est bien pour ça qu'on est ici dans cette librairie. Donc en tout cas, moi, j'ai pas envie de céder à ça. C'est magnifique. Vous êtes italien, algérien, marocain, français. Tant mieux. Vous avez, voilà. Moi, quand on me demande de quelle origine, je dis que je suis pas un morceau de viande ni ni un produit laitier. Donc j'ai pas d'origine particulière, pas de traçabilité en tout cas. Bonsoir. Alors, je vais essayer de faire court. J'écris beaucoup. J'ai été publiée pour une petite nouvelle. Et malgré le désir et parfois le besoin d'écrire, les nécessités économiques et la vie fait que c'est passablement compliqué. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux auteurs pour ne pas lâcher Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais pas vous mentir en vous faisant croire que c'est facile et qu'il y a des solutions toutes faites qui permettent d'arriver là où on veut arriver. Mais justement, la question, quand on écrit, c'est il faut surtout pas penser à l'arrivée. Si vous écrivez pour arriver quelque part, vous serez toujours malheureux parce que c'est jamais assez. Même si après vous avez du succès, de toute façon, c'est jamais assez. L'écriture, elle ne peut pas être ça. L'écriture, il faut l'aimer pour elle-même et pour parfois la souffrance aussi qu'elle procure, pour la frustration dont je parlais tout à l'heure. Ce qui me paraît le plus important quand vous écrivez, c'est de ne jamais écrire pour plaire. Et ça, je vous le dis à vous, d'autant plus que vous êtes une femme. Parce que nous, le désir de plaire, ça peut être quelque chose qui est, c'est ce que Virginia Woolf appelle l'ange du foyer. Donc surtout, ne pas écrire pour plaire. Écrire, c'est pas mettre un post sur Facebook et attendre des likes. C'est pas du tout ça. On écrit
pour tout à fait autre chose. On écrit à la fois pour tous et en même temps comme si personne ne devait jamais lire ce que vous alliez écrire. Et ça, c'est le plus grand bonheur et c'est la plus grande liberté qui existe au monde. D'un coup, cette parole-là, qui est une parole autre, en dehors de toutes ces paroles justement qu'on entend à longueur de journée, de ces mots qui finissent par sonner creux, où on sait plus de quoi on parle, on sait plus à qui on parle, on a l'impression que tout est dénué de corps et d'humanité. Ben voilà, là, il faut écrire pour ça, il faut écrire pour cette liberté, pour cette chair, pour ce feu qu'il y a en vous. Après, tout le reste, malheureusement, il y aura aussi une grande part de hasard, une part de chance, mais il faut de la ténacité. Il faut y croire, il faut continuer. Et ça va être difficile. La seule chose que je peux vous assurer, c'est que ça vaut la peine. Est-ce qu'on écrit pour trouver sa Madeleine aussi? Est-ce que vous l'avez trouvé, votre Madeleine, Leila Slimani? Est-ce qu'on écrit pour trouver sa Madeleine? Non, mais moi je crois qu'on n'écrit jamais pour trouver quelque chose en fait, parce que ce serait presque terrible de trouver la chose qu'on cherche. On essaye de trouver au contraire le moyen que cette quête ne s'arrête jamais. Donc je ne veux pas, non, je veux surtout pas trouver ma Madeleine. Je veux rester perdue, moi je veux rester perdue et je veux continuer à être perdue et à trouver des choses sur mon chemin qui me donnent l'impression que la lumière elle est par là ou plutôt par là. Mais c'est beau d'être perdue. Pourquoi vouloir toujours tout maîtriser? Moi j'ai envie ça me dérange pas d'être fragile, d'être perdue, d'être parfois triste. J'ai pas envie d'être une femme forte qui trouve sa Madeleine, qui fait ses trucs, qui maîtrise tout. Moi j'aime bien être perdue. Merci beaucoup Leila Slimani. Merci à vous, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Leila Slimani, invitée à la librairie Ombre Blanche mardi 11 février 2025 pour la publication aux éditions Gallimard de son roman J'emporterai le feu, qui clôt la trilogie Le pays des autres, après La guerre en 2020 et Regardez-nous danser en 2022. Elle a aussi signé chez cet éditeur Dans le jardin de l'ogre en 2014 et Chanson douce, prix Goncourt en 2016. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.
trzeba 100 lat.